Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle année de cours sur les sciences du logiciel. Et c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux dans la salle et de vous savoir en train de suivre le cours sur les enregistrements. Cette année, nous allons nous intéresser à la sécurité des calculs informatiques utilisant de la cryptographie. Alors, des techniques cryptographiques sont utilisées depuis longtemps pour protéger les données au repos et en transit. Donc au repos, lorsqu'elles sont stockées dans des fichiers, dans des bases de données, en transit, lorsqu'elles voyagent sur les réseaux de communication. Et par exemple, le stockage de votre téléphone portable ou de votre PC portable est vraisemblablement chiffré. Et la majorité des connexions au site web se font maintenant par le protocole HTTPS, S comme sécurisé, qui chiffre et authentifie les données échangées. Et ça donne de très solides garanties de confidentialité, via le chiffrement des données, et d'intégrité par des techniques de signature. Mais cette année, on va se poser la question de ce qui arrive pour le calcul. Donc, très généralement, les données sont déchiffrées avant qu'on puisse calculer dessus. Pensez à une requête sur une base de données chiffrée, il va bien falloir déchiffrer en partie les index et certains des enregistrements pour pouvoir exécuter la requête, quitte à rechiffrer ensuite le résultat avant de l'envoyer à l'utilisateur. Et pendant les calculs, il y a un risque de fuite d'informations, et d'autant plus, et plus encore si on fait le calcul sur le cloud, où là, on a maintenant besoin de confier les clés de déchiffrement au prestataire de cloud, qui est un tiers en lequel on n'a pas forcément entière confiance. Et dans ce cours, on va voir qu'une autre approche est possible. En fait, on peut calculer sur des données chiffrées ou privées sans jamais les révéler au calculateur. Et ça s'appuie sur des techniques cryptographiques récentes. Les avancées majeures dans ce domaine datent d'il y a moins de 20 ans. L'une qui s'appelle le chiffrement homomorphe, qui permet de calculer sur des données chiffrées sans connaître la clé de déchiffrement et de produire un résultat qui reste chiffré. Et plus généralement, donc le chiffrement homomorphe, c'est une composante d'une problématique plus générale qui est le calcul multipartite sécurisé, qui est comment calculer sur des données privées sans les révéler au calculateur, éventuellement en les mettant en commun, tout en les mettant en commun avec plusieurs détenteurs de données privées. Alors, ce cours, le cours de cette année est né un peu d'une frustration à la fin d'un cours précédent, donc le cours de 2022, qui portait sur la sécurité informatique déjà, mais vu sous l'angle des langages de programmation et des systèmes d'exploitation, donc des techniques beaucoup plus classiques et beaucoup plus utilisées, et universellement utilisées de nos jours. Donc on avait vu qu'il y a quelques principes et de très nombreux mécanismes de sécurité dans cette approche qui assure l'isolation matérielle, logicielle, entre les différentes entités qui calculent par la virtualisation, le sandboxing, les techniques de bac à sable, le typage fort des langages de programmation, etc. Avec des techniques aussi de contrôle d'accès qui permettent de limiter qui peut faire quoi, avec des permissions, des capacités, des mots de passe, et puis des techniques de contrôle des flux d'informations pour essayer de faire en sorte que les données confidentielles ne soient pas révélées publiquement. Et donc cet ensemble de techniques est donc largement utilisé aujourd'hui et efficace pour garantir, je trouve, globalement efficace pour garantir l'intégrité des données, le fait qu'elles ne sont pas modifiées de manière inconsidérée, mais beaucoup moins satisfaisant pour la confidentialité. Le nombre de fuites d'informations possibles en pratique reste assez élevé. Et toutes les semaines, on entend parler d'une nouvelle fuite de mots de passe, par exemple, enfin d'identité d'utilisateur d'un gros site web qui a été piraté et ça a fuité. Et une des raisons pour ça, c'est peut-être que ces approches, système et langage, sont vulnérables aux attaques, que je dirais par en dessous, où au lieu d'attaquer directement un de ces mécanismes de sécurité, on le contourne
et on attaque un cran en dessous. Par exemple, au lieu d'attaquer l'application, on essaye de s'introduire dans le système, de corrompre le système d'exploitation. Au lieu de corrompre le système d'exploitation, on essaye de jouer de contourner la virtualisation. Au lieu de contourner la virtualisation, on se met à écouter les infos qui fuitent du processeur, du hardware, via les temps d'exécution. Ce genre de choses. Donc tout ça est assez difficile à contrôler. Et on avait fini ce cours par une séance d'ouverture, justement, on avait dit, mais peut-être il y a des techniques cryptographiques qui permettraient de mitiger ce genre de problème. Et quelques années plus tard, donc, ces techniques, elles ont continué à progresser, et ça m'a vraiment donné envie de les explorer avec vous, et de faire une introduction, et d'inviter des spécialistes du domaine à nous raconter ce qu'ils font dans le cadre du séminaire. Donc, l'approche qu'on va regarder cette année, à nouveau, c'est l'approche cryptographique de la sécurité. Et un des principes de base, donc, c'est que les données qui sont chiffrées ou masquées, au sens du masque jetable, ne révèlent aucune information à qui n'a pas la clé de déchiffrement ou le masque. Et donc, si on arrive à calculer sur de telles données chiffrées, masquées, on peut les laisser fuiter, aucune importance. Les personnes qui recueillent ces données, malveillantes qui recueillent celles qui écoutent, ne vont rien pouvoir en faire, tant que la clé reste secrète. Et du coup, on s'est ramené à un problème compliqué, qui est de garantir la sécurité d'un gros calcul, à un problème peut-être plus simple, qui est la sécurité d'une petite donnée, la clé, le masque, qui, si on se débrouille bien, en plus peuvent rester locales, n'ont pas forcément besoin d'être révélées à tous les participants du calcul. Et alors, quelque part, on peut voir ça comme une extension du célèbre principe de Kharkov, qui joue un rôle essentiel dans la cryptographie, la cryptologie. Donc, Auguste Kharkov, c'était un officier français du chiffre de la fin du XIXe siècle, je crois, et qui avait énoncé, enfin, pas tout à fait en ces termes, que la sécurité d'un cryptosystème ne doit reposer que sur le secret de la clé. Et par cela, il voulait dire que ça ne sert à rien d'essayer de garder secret l'algorithme utilisé, la machine, les détails de la machine à chiffrer, les détails des procédures qu'on utilise pour mettre en œuvre le chiffrement, parce que tout ça peut être espionné, toutes ces infos, il faut supposer qu'elles sont connues de l'adversaire. La seule chose qu'on peut espérer garder vraiment confidentielle, c'est la clé, parce qu'elle est petite, parce qu'on peut la changer fréquemment, etc. Et donc là, on est un peu en train de dire la même chose, mais plus généralement, la sécurité d'un calcul ne doit reposer que sur le secret de la clé. Alors, ces idées, elles ne sont pas nouvelles, même si, comme je l'ai dit, elles ont fait beaucoup de progrès récemment. On les voit apparaître dès 1978 dans cet article absolument précurseur de Rivest, Adelman et Dertouzos. Donc Rivest et Adelman, c'est le R et le A de RSA, le premier algorithme de chiffrement à clé publique, qui est toujours utilisé aujourd'hui, même s'il est un peu en perte de vitesse. Et donc, dans cet article, il commence en observant que, oui, le chiffrement, c'est bien pour préserver la privacy, préserver la confidentialité des informations, mais que, une limitation apparemment inhérente, c'est qu'un système d'information qui manipule des données chiffrées, il peut au mieux les stocker ou les renvoyer à l'utilisateur, mais il ne peut pas faire de calcul plus compliqué que ça. Et les auteurs se disent, peut-être que c'est pas vrai, en fait, même s'il y a des limitations inhérentes, il est probable qu'il existe des fonctions de chiffrement qui nous permettent de calculer sur des données chiffrées sans déchiffrement préalable pour plusieurs opérations intéressantes. Et donc, il propose un nom pour ces fonctions spéciales de chiffrement, privacy homomorphisms, donc des homomorphismes de confidentialité, par opposition à la classe plus générale des fonctions de chiffrement, qui s'appelleraient les transformations de confidentialité. Alors, la terminologie n'a pas complètement prise,
transformation de confidentialité. En revanche, on continue à parler d'homomorphisme, car c'est ça la propriété centrale ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le chiffrement homomorphe, le schéma général, il est ici. Donc, vous avez une fonction, grand F, que vous voulez calculer sur des données en clair. Donc, les arguments M1, Mn, qui sont des messages en clair, et le résultat, c'est un message M en clair. Et maintenant, la question du chiffrement homomorphe, c'est est-ce qu'on peut trouver un chiffrement ED, E comme encryption, donc chiffrement, D comme decryption, donc déchiffrement, et une fonction f chapeau qui, elle, travaille sur des chiffrés, donc qui prend n messages chiffrés en argument et produit un message chiffré C en résultat, tel que ça commute. C'est-à-dire que f chapeau, l'équivalent homomorphe de f, appliqué au chiffré de M1, Mn, ça va être un chiffré de f appliqué au message clair, M1, Mn. Et si on a un schéma comme ça, avec un chiffrement, un déchiffrement et une fonction f homomorphe, eh bien, on peut faire calculer f de M1, Mn à un tiers sans lui révéler nos messages MI, qui sont nos secrets. Pour ça, il suffit de chiffrer les messages, M1, Mn, lui envoyer les chiffrés C1, Cn, lui demander de calculer f chapeau, lui demander de nous renvoyer le résultat chiffré C, et nous, on le déchiffre. D'accord. Et ça peut être intéressant si, par exemple, nous, on a très peu de puissance de calcul, je sais pas, on a une carte à puce, par exemple, et lui a beaucoup de puissance de calcul, mais on n'a pas vraiment confiance en ce qu'il va faire de nos données. Bon, c'est un scénario possible. Donc voilà l'idée du chiffrement homomorphe. Alors après, comme le disent de manière assez understated les auteurs ici, there are some truly inherent limitations. Donc clairement, c'est absolument pas évident qu'on puisse faire des calculs homomorphes arbitraires tout en préservant la sécurité du chiffrement et donc la confidentialité des données. Un exemple qui donne très tôt dans l'article, c'est que si vous aviez un calcul homomorphe de l'ordre, donc si vous êtes capable, vous pouvez ordonner vos textes clairs, d'accord ? Imaginez que vous avez un chiffrement qui préserve l'ordre. Eh bien, à ce moment-là, votre chiffrement ne vaut rien parce que vous pouvez déchiffrer par dichotomie, en faisant une recherche dichotomique sur tous les messages clairs possibles, et ça va aller très vite. Donc, on voit bien qu'il y a des fonctions qu'on ne va pas pouvoir évaluer de manière homomorphe, sans risquer de casser la qualité du chiffrement. Mais on va voir aussi qu'il y a un certain nombre de fonctions qui peuvent être calculées de manière homomorphe, et l'exemple que Rivest, Adelman et Dertouzos donnent en premier dans l'article, c'est le chiffrement RSA lui-même. Alors je vous rappelle ce que c'est que RSA, sans rentrer dans les détails. Donc il y a une clé publique qui se compose d'un module, qui est un produit de nombres premiers, et un exposant public. Et donc chiffrer, tout le monde peut chiffrer, et ça revient à élever le message M, qui est un entier, à la puissance E modulo n. Et la clé secrète, c'est un autre exposant, D, et calculé de manière à ce que si maintenant on élève le chiffré à la puissance D modulo n, on retrouve le texte clair d'origine. Et on voit facilement que si M1 et M2 sont deux messages en clair, si vous faites le produit de leur chiffrement, E de M1 fois E de M2, tous les produits sont modulo n ici, c'est M1 puissance E fois M2 puissance E, qui est la même chose que M1 M2 puissance E, qui est la même chose qu'un chiffrement du produit M1 M2. Donc la multiplication modulo n des clairs a pour opérateur homomorphe la multiplication modulo n des chiffrés. Bon. Et on verra plein d'autres exemples de chiffrement homomorphe plus tard dans ce cours. Alors, j'ai mentionné une autre approche, une approche un peu plus générale du problème, qui est le calcul multipartite sécurisé. Donc, en quelques mots, souvent désigné par son acronyme anglais, MPC, comme Secure Multi-Party Computation. Et donc là, l'idée, elle est un peu plus générale. D'abord, on n'a plus juste
un participant qui chiffre et un autre qui fait les calculs, on peut avoir un nombre arbitraire, petit n de participants. Et l'idée, c'est que chaque participant peut avoir des secrets. Et on veut xi, et on veut les faire coopérer entre eux, et peut-être avec des tiers, mais idéalement juste entre eux, pour calculer une fonction f conjointe de leur secret, donc f de x1, xn. Ça va donner un résultat y qui peut être révélé à tous, et qui ne doit rien apprendre de plus aux participants. Donc chaque participant i n'apprend rien sur le secret, les secrets des autres participants, qu'il ne peut déduire du résultat final y et de son propre secret. Il y a des cas où en fait, y et xi permettent de déterminer tout le reste, mais c'est inhérent au protocole. Donc il s'agit de ne révéler aucune information en plus de ce qui peut être déduit de son propre secret et du résultat partagé avec tout le monde. Est-ce que j'ai un petit exemple? Oui, alors il y a plein d'exemples dans le monde réel, mais qui ont tendance à faire appel à un tiers de confiance. Un exemple typique, c'est le dépouillement d'un appel d'offres. Donc vous avez plusieurs participants qui vont envoyer leur offre, le montant qu'ils proposent pour réaliser les travaux, au tiers de confiance. Et chaque participant veut garder le montant de son offre secret. Le tiers, il recueille toutes les offres, il détermine le min de l'offre, il choisit un des participants qui réalise ce min, donc le mieux disant, et il annonce que l'entreprise J est la gagnante de l'appel d'offres. Et donc les participants, les différentes entreprises prestataires, ils apprennent que l'offre de J est minimale, et ils apprennent rien d'autre sur les montants des offres des autres participants. Donc l'entreprise J apprend que son montant est inférieur ou égal à tous les autres, et les autres apprennent que le montant de l'entreprise J est inférieur ou égal au leur. Je ne sais pas si j'ai bien dit ce que je viens de dire là. Bon, enfin bref. Donc on apprend juste ça, mais rien sur les montants précis des offres des autres participants. Et la question du MPC, du calcul multipartite sécurisé, c'est est-ce qu'on peut réaliser ce même calcul de manière distribuée entre les participants sans avoir besoin d'un tiers de confiance, et donc sans révéler les secrets XI à personne. Alors la réponse est oui, mais ce n'est pas complètement évident. Donc on va voir des exemples un petit peu plus simples pour commencer. Donc là, on va faire un calcul bipartite, il n'y a que deux participants. Et la fonction à calculer, ce n'est pas argmin, c'est le et logique de deux booléens. Alors il y a une petite histoire derrière qui implique Alice et Bob, les deux personnages favoris des cryptographes. Donc Alice et Bob, après un premier rendez-vous, décident s'ils ont envie de se revoir. Et alors ils voudraient éviter les situations embarrassantes où l'un dit oui et l'autre dit non. Plus exactement, l'un dit non et ensuite apprend que l'autre aurait en fait bien voulu. Et c'est un peu gênant. Et donc ils voudraient calculer ce et de manière à ne révéler aucune information de plus que le résultat du et. Et donc évidemment, si le résultat du et est oui, ils savent ce qu'ils ont dit. Si moi j'ai dit oui et que l'autre a dit non, ben je sais ce qu'a dit l'autre. Si moi j'ai dit oui et que le résultat est non, forcément l'autre a dit non. En revanche, si j'ai dit non, je ne veux pas savoir si l'autre avait dit oui ou non. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va sortir un jeu de cartes. Exactement, on va sortir 5 cartes, 3 rois et 2 dames. Donc Alice et Bob ont chacun un roi et une dame, et puis il y a un roi en plus qu'on commence par poser face cachée sur la table. Ensuite, chacun des participants joue à son tour. Donc Alice, si elle a envie de dire oui, elle va poser son roi d'abord, puis sa dame. Et si elle souhaite dire non, elle va poser sa dame, puis son roi. D'accord ? Face cachée, bien sûr. Maintenant, c'est à Bob de jouer, et il fait le symétrique. S'il veut dire oui, il va poser d'abord la dame, puis le roi. Et s'il veut dire non, il va poser le roi, puis la dame. Maintenant, on coupe, non, on ne bat pas, on coupe le jeu, une ou plusieurs fois, si on bat, on a perdu toute information. On coupe le jeu, autant de fois que vous voulez, et on le retourne. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ?
Donc là, je vous ai montré les 4 configurations possibles initiales avant les coupes. Donc les coupes, ça fait des permutations circulaires. Donc il faut penser que le résultat final, c'est une permutation circulaire d'une de ces 4 configurations. Donc là, c'est la configuration où ils ont tous les deux dit oui, et avant permutation. Et ils vont marquer que les deux dames sont adjacentes, donc côte à côte. Et cette propriété, elle est stable par permutation circulaire. D'accord ? Là, vous avez la situation où, je crois, Alice a dit oui et Bob a dit non, et vous voyez que les deux dames sont séparées par un roi. Et la configuration non-oui, les deux dames sont aussi séparées par un roi, et la configuration non-non, elles sont aussi séparées. Et cette propriété, les dames ne sont pas adjacentes, les dames sont séparées par au moins un roi, elle reste vraie par permutation circulaire. D'accord ? Et, c'est ça qui est très joli, c'est qu'à rotation, à permutation circulaire près, les 3 configurations qui mènent à un résultat non sont égales, sont indistinguables à rotation près. Par exemple, si vous partez de la configuration oui-non, si vous la faites tourner d'un cran vers la droite, vous obtenez la configuration non-oui, et si vous la faites tourner de 2 crans vers la gauche, vous obtenez la configuration non-non. Et donc, si on retourne et qu'on voit que les deux dames ne sont pas adjacentes, on sait qu'il y a au moins un non parmi les votes, mais on ne sait pas laquelle de ces 3 configurations initiales, laquelle de ces 3 configurations est la configuration initiale. Voilà, donc un joli petit protocole à base de cartes, et on va voir d'autres protocoles plus informatiques plus tard. Bien, donc, après cette brève introduction, quelques mots donc, sur la suite du cours, et puis après on fera des études de cas. Donc, pour la suite du cours, on va commencer par 2 séances où on va parler de chiffrement homomorphe, et comment on peut calculer sur des données chiffrées. On va voir des exemples de chiffrement dit semi-homomorphe, c'est-à-dire homomorphe, mais pour une seule opération. On a vu RSA, par exemple, qui est semi-homomorphe pour la multiplication. Et en fait, ce qu'on veut à la fin, c'est pouvoir évaluer de manière homomorphe des circuits ou des polynômes arbitraires. Et pour ça, il nous faut un chiffrement qui soit homomorphe pour 2 opérations. L'addition et la multiplication, typiquement, ou le et logique et le ou exclusif logique. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Donc on va voir qu'on peut faire des chiffrements dits faiblement homomorphes, qui sont homomorphes pour 2 opérations, mais pour un nombre limité d'opérations. Et on verra la technique dite de bootstrap, qui est une astuce assez incroyable pour passer d'un chiffrement faiblement homomorphe à un chiffrement totalement homomorphe. Après, on approfondira un peu justement ces différents chiffrements faiblement homomorphes qu'on peut utiliser. En particulier, on verra ceux qui sont basés sur les problèmes dits LWE et RLWE. LWE, c'est Learning with Errors, et RLWE, c'est Ring Learning with Errors. Et on verra donc comment on peut aller vers des chiffrements homomorphes un peu plus réalistes, que sont donc le schéma dit BGV et les 2 schémas qui sont utilisables aujourd'hui et qui commenceraient à être utilisés, CKKS et TFHE, sachant qu'on aura 2 spécialistes qui vont nous faire des séminaires sur ce thème, donc Damien Stehle le 20 novembre sur CKKS et Ilaria Gilotti le 27 novembre qui nous parlera de TFHE et d'autres choses autour du chiffrement homomorphe. Les 2 cours suivants, donc le 27 novembre et le 4 décembre, on parlera de calcul multipartite sécurisé. Donc comment est-ce qu'on peut calculer sur des données privées en les mettant en commun mais sans les révéler aux autres. Et donc on regardera différentes techniques pour partager des secrets, partage additif, partage de Shamir, et puis une généralisation qui est le partage linéaire. Comment effectuer des opérations, des calculs sur de telles données partagées. On parlera un petit peu de résistance aux attaques actives, donc comment aussi garantir que les données qu'on a ainsi partagées ne vont pas être corrompues.
On verra alors un cas particulier qui est plutôt pour le calcul bipartite, mais qui est intéressant parce qu'il est très efficace, il utilise peu de communication, c'est les circuits brouillés de Yao. Et on verra au passage une primitive qui est utilisée dans ces circuits brouillés de Yao et dans plein d'autres protocoles cryptographiques qui s'appelle le transfert inconscient, Oblivious Transfer. Et on aura un séminaire le 4 décembre de Geoffroy Couteau, qui est un spécialiste de calcul multipartite sécurisé, pour aller plus loin. Alors, le 6e cours, je vous propose de parler de calcul vérifiable. L'idée, bon, c'est bien de déléguer des calculs à quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'on peut comment s'assurer que le résultat envoyé, c'est bien le bon résultat, sans forcément être capable nous-mêmes de refaire le calcul. Et pour ça, la technique des preuves dites zero knowledge, preuves sans divulgation nulle de connaissances, qui est un autre outil extrêmement utile dans ces protocoles cryptographiques. Donc on parlera d'abord de preuves interactives, où il y a un ping-pong, un échange de messages entre prouveurs et vérificateurs, et d'une classe de protocoles qui s'appelle les protocoles Sigma. On donnera donc des exemples de protocoles Sigma pour des problèmes particuliers. On verra comment transformer ça en preuve non interactive, où le prouveur pose toutes ses preuves sur la table au début, et il n'y a pas de ping-pong. Et on finira, si j'arrive à maîtriser les détails de la construction, avec une construction générique donc, qui s'applique à une large classe de circuits, de preuves dites sans connaissance, dites SNARK, donc Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Et on aura le même jour un séminaire de Michele Oru qui nous parlera d'autres applications de preuves zero knowledge. Et on finira par parlant un peu de nouvelles directions ou de problèmes qui sont encore très actifs, et puis par quelques conclusions le 18 décembre. Donc, parmi les problèmes pour aller plus loin, je mentionnerai le chiffrement fonctionnel, sachant que le même jour on aura le séminaire de David Poincheval, qui travaille là-dessus en ce moment et qui nous donnera beaucoup plus de détails. J'ai envie de vous parler de l'obfuscation indistinguable, qui est une espèce de Graal de la cryptographie. C'est un peu la primitive cryptographique ultime qui permet d'encoder toutes les autres, mais qu'on ne sait pas vraiment réaliser aujourd'hui. Peut-être d'une troisième direction, si j'arrive à l'identifier d'ici là, et on finira avec un petit bilan du cours. Voilà. Et dans la suite de ce cours, ah oui, pardon, et donc un petit bilan du séminaire. Donc il n'y aura pas de séminaire aujourd'hui, vous êtes libre à 11h. Mais dès la semaine prochaine, donc on va commencer avec un exposé de Pierrick Gaudry, qui est au CNRS à Nancy, qui est un des auteurs du logiciel de vote électronique Belenios. Je pense que certains d'entre vous connaissent, voire l'ont utilisé. Et donc Pierrick nous parlera justement de quelle est la cryptographie qui est derrière Belenios et le vote électronique en général. Et vous verrez que ça fait intervenir du chiffrement homomorphe, des preuves sans connaissance et plein d'autres choses cryptographiquement intéressantes. La semaine d'après, donc le 20 novembre, nous aurons Damien Stehle, qui est maintenant dans l'entreprise Cryptolab et qui nous parlera de chiffrement totalement homomorphe CKKS. Le 27 novembre, nous aurons Ilaria Cilotti, qui est maintenant l'entreprise Decilo Inc., donc qui a priori sera en visio depuis Séoul, où elle habite et elle travaille maintenant. Et donc Ilaria, c'est un des auteurs de TFHE, qui est l'autre schéma de chiffrement homomorphe relativement efficace, connu aujourd'hui, et donc qui nous donnera son point de vue sur le chiffrement totalement homomorphe, et ce qu'on peut en faire et dans quelle direction ça peut aller. Le 4 décembre, donc j'avais mentionné Geoffroy Couteau, qui est au CNRS au laboratoire IRIF, donc spécialiste de calcul multipartite sécurisé, et qui nous parlera de ses travaux sur l'aléa corrélé, qui est un outil extrêmement puissant pour réaliser de tels calculs sécurisés distribués. Le 11 décembre, nous aurons Michele Oru, qui alors lui aussi est au CNRS au laboratoire IRIF, mais qui lui est un spécialiste des preuves zero knowledge et de leur utilisation pour garantir l'anonymat en ligne. Et donc, nous finissons, comme je l'ai dit, par David Poincheval, qui est maintenant dans l'entreprise Cosmian, et qui nous parlera de chiffrement fonctionnel pour agréger des données sensibles. Voilà, donc ça va être un beau programme de séminaire. Et
Et donc, je vous propose, pour la suite de ce premier cours, donc, de faire quelques études de cas. Alors, on va pas forcément complètement réaliste et sans trop rentrer dans les détails techniques, puisqu'on aura plusieurs cours et des séminaires pour approfondir, mais un peu pour vous donner pour motiver un petit peu ce qu'on va regarder et vous donner une petite idée des techniques qui sont utilisées et des problèmes qui se posent. Alors la première étude de cas, ça va être un calcul multipartite sécurisé très modeste, très simple. Il s'agit donc de se mettre à plusieurs pour calculer une moyenne. Exemple, vous avez n personnes, une réunion d'anciens élèves par exemple, n anciens élèves qui se retrouvent autour d'une table et qui veulent calculer leur salaire moyen, et le partager, le révéler à tous les autres, mais aucun ne veut révéler son salaire. Bon, pas de jalousie. Alors il y a une solution évidente avec un tiers de confiance, c'est un peu comme pour le dépouillement de l'appel d'offres, où chaque participant communique confidentiellement son salaire au tiers de confiance, et puis le tiers de confiance, il va calculer la moyenne, il va l'annoncer à voix haute, et il va oublier toutes les informations qu'il a reçues. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut obtenir le même résultat et les mêmes garanties de confidentialité sans faire intervenir un tiers de confiance? Alors la réponse est oui, et voilà un petit protocole. Cette fois-là, on n'utilisera pas un jeu de cartes. Les participants s'organisent en un cycle, et le premier participant, il va tirer au hasard un nombre R, R comme random, qui est très grand par rapport au salaire. J'ai pas 1000 milliards, disons. Comme ça, et il va transmettre R plus X1, donc le nombre aléatoire plus son salaire à lui, au participant numéro 2. Donc ça, c'est une technique de masquage. Quand vous prenez une info confidentielle comme le salaire X1 et que vous lui ajoutez un très grand nombre aléatoire, la somme ne révèle rien sur le petit nombre. Donc le participant numéro 2, il reçoit ce très grand nombre qui semble aléatoire et il ajoute son propre salaire, X2, et il envoie ça au participant numéro 3, lequel ajoute son salaire, X3, et envoie la somme au participant numéro 4, et ainsi de suite jusqu'au participant N, qui, après avoir ajouté son salaire Xn, renvoie la somme, donc qui est maintenant Yn, au participant numéro 1. Le participant numéro 1, lui, il a gardé le nombre aléatoire grand R, il l'a révélé à personne, mais il l'a gardé pour lui. Et donc, du coup, il peut calculer Yn moins grand R, ce qui va démasquer, ce qui va enlever l'effet du masque aléatoire, diviser ça par n et annoncer le résultat. Alors, c'est pas très compliqué de voir que le résultat annoncé, c'est bien la moyenne des xi, puisque, donc là, je vous ai écrit l'équation de récurrence qui définit les différents messages échangés. Donc, le message yi, celui qui est envoyé par le participant xi au participant i plus 1, c'est la somme de R, le masque, plus x1, x2 jusqu'à xi. Et donc, la somme yn moins R, c'est la somme des x1 à xn. Et divisé par n, c'est bien la moyenne des x1 à xn. Bon, pas compliqué. Maintenant, il y a un petit argument de confidentialité à faire. Que révèlent les nombres yi reçus par le nombre yi reçu par le participant i plus 1 ? Comme j'ai dit tout à l'heure, ces nombres ils sont de la forme un grand nombre aléatoire plus un petit nombre. Le petit nombre étant la somme partielle x1, x2 jusqu'à xi. Et grand nombre aléatoire plus petit nombre, ça masque le petit nombre, donc ça ne révèle rien sur le petit nombre, qui est la somme, et a fortiori rien sur chacun des composants de la somme. Quant au nombre yn qui est reçu par le participant numéro 1, lui, il révèle la somme, x1 plus xn, d'accord, mais rien de plus sur chacun des xi. Donc, à la fin, donc révéler la somme ou révéler la moyenne, c'est la même chose. Et donc, à la fin, tout le monde connaît la somme des salaires, c'est-à-dire la moyenne, ou de manière équivalente la moyenne, et son propre salaire.
Alors bien sûr, ça permet de déduire un petit peu des choses. S'il n'y a que 2 participants, par exemple, évidemment, on apprend le salaire de l'autre. Mais c'est inévitable. Si on a son salaire et la moyenne du salaire avec le salaire de l'autre, on peut en déduire le salaire de l'autre. De même, s'il y a 3 participants, chacun déduit la somme des salaires des 2 autres. Mais tout ça est encore une fois inhérent au protocole. Et il n'y a pas plus d'informations que strictement nécessaire qui a fuité. Alors bien sûr, on peut essayer d'attaquer ce protocole. Il y a une attaque si un des participants ou même un extérieur est capable d'écouter certains des messages qui circulent. Par exemple, s'il est capable d'écouter, disons, le message entrant Y2 du participant numéro 3 et puis le message sortant Y3, évidemment, il va en déduire le secret X3 en faisant la soustraction. De même, s'il peut écouter ce message et ce message, il va déduire la somme X1 plus X2. Bon. Donc, clairement, il faut que les communications entre participants soient chiffrées correctement. Et alors, il y a éventuellement d'autres... Ah oui, alors on peut aussi avoir des attaques actives, si certains participants sont malveillants. Bon, bien sûr, chaque participant peut mentir sur son salaire, mais bon, il aura quand même révélé un nombre, et à la fin, on aura la moyenne de ces nombres. Ça aussi, c'est inhérent au protocole. On ne peut pas obliger quelqu'un à dire la vérité. Alors, on peut imaginer des participants malveillants un peu plus comment dire, rusés, voilà. Par exemple, s'il y a une collusion entre les participants I et I plus 2, I plus 2 graisse la patte du participant I en lui disant « Écoute, envoie 0 au participant I plus 1. » D'accord ? Et du coup, participant I plus 1, il ajoute son salaire, XI plus 1, et il le passe à 0, et donc il le passe à PI plus 2, qui apprend XI plus 1. Bon. Après, le reste du protocole va mal se passer, parce qu'à la fin, on va avoir un nombre qui est ridiculement petit, mais bon. Donc voilà, donc là, on a un exemple où un participant a appris quelque chose qu'il n'aurait pas dû, mais c'est parce qu'il a réussi à corrompre, à faire mal se comporter un autre participant. Alors de même, le participant numéro 1, il peut peut-être faire des choses sur son choix de grand R. Par exemple, grand R qui serait max int moins 50 000. Pourquoi 50 000 ? Parce qu'il essaye de déterminer si le participant numéro 2 gagne plus ou moins que 50 000 par an. Et l'idée, c'est que si le participant numéro 2 gagne plus de 50 000, sa somme, R plus... Enfin non, pardon, c'est R plus X1 plus X2. Bref. Donc s'il arrive à faire déborder la somme, le calcul du participant numéro 2 et à observer ce débordement arithmétique, ça fait planter le participant numéro 2, alors il va apprendre quelque chose sur le salaire du participant numéro 2. Bon, tout ça n'est pas très méchant, et il y a des contre-mesures raisonnables, qui est par exemple que chaque participant peut être programmé de manière défensive, vérifier que le nombre qu'il reçoit est raisonnablement grand, vérifier qu'il n'y a pas de débordement pendant qu'il calcule, ce genre de propriété de robustesse. Bien. Alors, bon, le protocole, il est... Enfin, calculer une moyenne, ce n'est pas très, très intéressant. Il est quand même relativement un peu plus général que ça. Donc, le même algorithme permet le calcul multipartite sécurisé de d'autres quantités, typiquement des sommes ou des produits d'une fonction f appliquée au secret. D'accord ? Et ça vous permet de faire un peu de statistiques. Vous pouvez calculer des moyennes arithmétiques, c'est ce qu'on a vu, mais aussi harmoniques, géométriques, d'ordre P. Je vous rappelle la formule de la moyenne d'ordre P, je l'avais oublié. Avec ou sans pondération. Bien sûr, vous pouvez calculer la somme des carrés, donc vous pouvez calculer la variance et l'écart type. Vous pouvez, alors c'est un peu de mauvaise foi, ça, mais faire une approximation du maximum. C'est la moyenne d'ordre P quand P est grand. Bon. En revanche, ça ne permet pas, par exemple, de calculer l'indice I du plus grand des XI ou du plus petit des XI. Donc savoir qui a le plus grand salaire ou qui a le plus petit salaire. Donc qui a le plus petit salaire, c'est le problème de l'appel d'offres. D'accord ? Qui a le plus grand salaire, c'est le problème symétrique des enchères secrètes. Et pour ça, il faut des algorithmes beaucoup plus compliqués. Donc ça s'appelle le problème des millionnaires. Ça a été posé par Yao, et c'est pour résoudre ce problème qu'il a inventé ce concept des circuits brouillés. Et donc on verra ça plus en détail au 4e et surtout au 5e cours. Bien, donc ça c'était la première étude de cas. Maintenant on va passer à la 2e, qui est un tout petit peu plus ambitieuse.
Donc on va parler d'un vote électronique, alors très simplifié, et de comment est-ce qu'on peut le dépouiller en donnant des garanties de confidentialité des votes. Alors, on va envisager une architecture du vote comme ça, avec plusieurs participants. Il y a bien sûr les électeurs, qui chacun vont envoyer leur vote sous forme après chiffrement, avec une clé publique, qui est la clé publique du vote. Mais on a deux autres participants. On a l'opérateur du vote et l'autorité du vote. Donc l'autorité du vote, c'est elle seule qui a accès à la clé de déchiffrement, et c'est elle qui va proclamer les résultats à la fin. Pensez au Conseil d'État, par exemple, pour une élection nationale en France. L'opérateur du vote, lui, c'est lui qui va collecter les bulletins de vote. Donc les bulletins de vote individuels ne vont jamais arriver jusqu'à l'autorité. L'opérateur, il collecte les bulletins de vote et chiffrés, et il est censé produire des totaux chiffrés, mais il n'a pas la clé de déchiffrement. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas aller voir dans les bulletins de vote. D'accord ? Et du coup, il va utiliser un chiffrement homomorphe pour faire son calcul des totaux. Oui, et l'autorité, elle va pouvoir déchiffrer les totaux, mais comme elle n'a pas accès aux bulletins de vote, elle ne va pas pouvoir déchiffrer les bulletins de vote un par un et avoir une idée sur qui a voté quoi. Alors, voilà une implémentation naïve de ce protocole, et on va voir qu'elle ne marche pas du tout. Donc, on a besoin d'un chiffrement homomorphe. On en connaît un jusqu'ici, c'est RSA, qui est homomorphe pour la multiplication. Donc, on va utiliser cette propriété. On va demander à chaque électeur d'encoder son vote, VI, avec un nombre entier. Donc, on va dire qu'il y a deux candidats, Alice et Bob, comme d'habitude. L'électeur, il va voter 2 pour Alice, 3 pour Bob et 1 pour Blanc. Et donc, il va chiffrer son vote avec la clé publique du vote, envoyer ça à l'opérateur. L'opérateur, lui, il va se contenter de calculer le produit des bulletins chiffrés BI modulo n, n étant le module de la clé. Et il envoie ce produit grand T à l'autorité. L'autorité, elle a la clé secrète, privée, SK, et donc elle peut déchiffrer T. Et donc, T, c'est quoi? T, c'est un produit de chiffré. Donc, son déchiffrement, c'est le chiffre. Pardon. Oui, T, c'est un produit de chiffré, donc c'est aussi le chiffré du produit. Et donc, son déchiffrement, c'est le produit des textes clairs, c'est-à-dire c'est le produit des votes VI, qui sont tous de la forme 2, 3 ou 1. D'accord ? Donc, le produit, il est de la forme 2 puissance A, 3 puissance B, où A, c'est le nombre de votes pour Alice, et B, c'est le nombre de votes pour Bob. D'accord ? Donc voilà, on a dépouillé le vote, on sait combien de voix à chacun des candidats, et a priori, on ne sait rien de plus, on espère qu'on ne sait rien de plus sur les votes de chacun. Alors, ça ne va pas du tout, ce protocole, il y a au moins 4 choses qui ne vont pas. Bon, déjà, il faut travailler un peu pour s'assurer qu'un électeur, tel que le protocole est énoncé, un électeur pourrait tout à fait envoyer plusieurs bulletins, et l'opérateur, il pourrait tout à fait jeter certains de ces bulletins, puis rajouter des bulletins à lui. D'accord, c'est facile de voter, n'importe qui peut chiffrer un bulletin de vote. Et donc, c'est une forme électronique du bourrage d'urne. Donc, il va falloir travailler un peu pour s'assurer que ne votent que les électeurs autorisés à voter et que chacun ne vote qu'une fois, ou que seul son dernier vote est pris en compte. Après, les bulletins, ils ne sont pas secrets du tout. Le chiffrement RSA, il est déterministe. D'accord ? Donc, si vous avez deux chiffrés égaux, vous savez que les deux clairs sont égaux. Du coup, c'est très facile de retrouver VI, le vote de l'électeur I, en comparant son bulletin BI avec les 3 possibilités qui sont les chiffrements de 1 pour Blanc, les chiffrements de 2 pour Alice et les chiffrements de 3 pour Bob. Donc, essentiellement, le chiffrement n'a servi à rien. Il a juste remplacé 1, 2, 3 par 3 autres grands nombres. Voilà. Après, il n'y a pas que l'opérateur qui peut bourrer l'urne, c'est aussi l'électeur qui peut bourrer son enveloppe, si j'ose dire. Rien n'empêche un électeur de voter 4. Et 4, ça va être dépouillé comme 2 voix pour Alice, d'accord, 2 fois 2. 2 puissance 2. Un autre peut voter 9, et ça, c'est 3 voix pour Bob. Ou un électeur qui est un petit peu confus dans sa tête, il peut voter 6. Une voix pour Alice, une voix pour Bob. Bon.
Et donc clairement, tout ça biaise le vote, d'accord, et il va falloir faire quelque chose pour l'éviter. Et puis, là c'est un point plus technique, mais qui est que le décompte des bulletins peut facilement déborder, au sens d'un débordement arithmétique. Rappelez-vous, RSA, il est homomorphe pour la multiplication modulo n. N, c'est le module de la clé, c'est quelques milliers de bits. Et donc, si le produit des VI est strictement supérieur ou égal à n, d'accord, à grand N, le déchiffrement, ce n'est pas le produit des VI, c'est le produit modulo grand N, c'est-à-dire un nombre à peu près quelconque qui ne va pas se décomposer en 2 puissance A, 3 puissance B. Et ça, le débordement, ça peut arriver assez vite. Si tout le monde vote 2 ou 3, au bout de quelques milliers de votes, vous avez débordé une clé qui fait quelques milliers de bits. Bon. Donc, alors, on va essayer de patcher ce protocole. Bon, il ne restera pas bon, et Pierrick Gaudry, la semaine prochaine, vous expliquera peut-être un peu plus comment on fait des bons protocoles de vote électronique. Mais bon, on va essayer de faire quand même un petit peu mieux dans notre protocole. Alors, premier problème à résoudre. Un électeur peut envoyer plusieurs bulletins, l'opérateur peut ajouter des bulletins, l'opérateur peut supprimer des bulletins. Clairement, il est nécessaire d'authentifier les électeurs. Bellenius fait ça avec des codes de vote uniques ou des mots de passe, etc. Il faut demander aux électeurs de signer numériquement leurs bulletins, de telle manière qu'on peut publier les signatures ensuite. C'est l'équivalent du cahier d'émargement, d'accord, pour un vote normal. Et donc, les électeurs eux-mêmes et tout le monde peut vérifier qui a effectivement voté. Les bulletins ne sont pas secrets, parce que RSA est déterministe. Qu'à cela ne tienne, on va utiliser un chiffrement randomisé, donc un chiffrement qui injecte de l'aléa au moment du chiffrement, de telle manière que si on chiffre plusieurs fois le même clair, ça va produire des chiffrés différents. Et du coup, l'égalité des chiffrés ne révèle aucune information sur les clairs. Enfin, les chiffrés ne sont jamais égaux, avec une probabilité très très proche de 0. Donc là, au moins, on aura des bulletins qui ne permettent pas de remonter au vote VI. Alors, ce problème de débordement arithmétique, un moyen simple de le résoudre, c'est d'utiliser un chiffrement qui est homomorphe pour l'addition d'entiers ou de tuples d'entiers plutôt que pour la multiplication. Parce que si vous avez un chiffrement qui... Alors ça restera modulo n, pour un n assez grand, mais si vous augmentez que de 1 au plus à chaque vote, d'accord, et que votre n il fait plusieurs centaines ou plusieurs milliers de bits, c'est bon. Je veux dire, vous avez maximum peut-être 1 milliard de votes si vous êtes en Inde et encore. Donc ça tient sur un petit nombre de bits. Et donc il n'y aura pas de problème de débordement. Mais il faut trouver un chiffrement qui soit homomorphe pour l'addition, alors d'entiers et en fait de tuples d'entiers, puisque du coup on va changer notre codage de vote avec un codage plus classique, 1 qui veut dire oui, 0 qui veut dire non, et donc des tuples. Le vote 1-0, ça veut dire je vote pour Alice, le vote 0-1, ça veut dire je vote pour Bob, le vote 0-0, ça veut dire je vote blanc. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire ça, un chiffrement randomisé et homomorphe pour l'addition? La réponse est oui. Il y a même plusieurs possibilités, comme on verra au prochain cours. Mais là, je vous flash, là, je vous montre très rapidement l'un d'entre eux, qui s'appelle le chiffrement d'El-Gamal exponentiel. Donc l'idée, c'est que les chiffrés sont pris dans un groupe fini, grand G, le point d'une courbe elliptique par exemple, d'ordre Q, engendré par un générateur, petit g. Donc tous les points du groupe s'expriment sous la forme g puissance n pour un certain n. Et la clé secrète, ça va être un entier entre 1 et q-1. La clé publique, ça va être g puissance x, donc un des points du groupe, celui qu'on peut atteindre avec n, x fois l'opération du groupe. Et le chiffrement randomisé, c'est je prends un message m, qui est un entier, et je produis une paire de points de g. L'un, c'est g puissance r, où r est aléatoire, et l'autre, c'est h puissance r fois g puissance m. Donc vous voyez, le message, il se retrouve ici, comme un point du groupe fini G, et on le perturbe avec h puissance r, et on se souvient de g puissance r, mais on ne révèle pas r. Alors on verra la semaine prochaine comment on déchiffre ce chiffrement, ce n'est pas complètement évident, mais la propriété importante que je vais vous faire observer, c'est qu'il est homomorphe pour l'addition. Parce que si vous faites le produit, point à point, de deux chiffrés,
Donc vous avez le produit des G puissance R1 et R2, le produit des H puissance R1, R2, G puissance M1, M2, et ça, vous pouvez le mettre sous la forme G puissance R, H puissance R fois G puissance M1 plus M2, où R, c'est la somme des deux nombres aléatoires que vous avez utilisés, donc c'est lui-même aléatoire, et c'est bien un chiffré de M1 plus M2. D'accord? Et donc, ça va se déchiffrer en M1 plus M2. Donc voilà un chiffrement qui est tout à fait utilisable pour un vote électronique. Et maintenant, il reste le problème encore plus difficile, qui est de s'assurer que les électeurs ne bourrent pas leur bulletin, c'est-à-dire s'assurer que les électeurs mettent dans leur bulletin que des combinaisons valides. Donc dans le protocole initial, c'était les nombres 1, 2 ou 3. Dans le protocole rectifié, l'additif, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Il faut s'assurer qu'aucune autre valeur n'a été mise dans le bulletin, sans pour autant forcer l'électeur à révéler son vote. D'accord ? Et pour ça, on va utiliser une preuve à divulgation nulle de connaissance, de ces fameuses preuves Zero Knowledge, ZK. Donc il va permettre à l'électeur de fournir une preuve que son bulletin est bien de la forme chiffrée, chiffrée d'une valeur V qui est autorisée par le vote, sans révéler la valeur V en question. Alors ça, c'est encore un de ces trucs qui semble parfaitement impossible à première vue, mais qu'on peut expliquer avec un jeu de cartes. Donc je ressors mon jeu de cartes. Donc cette fois-ci, nous avons Pierre et Véronique. Pierre, c'est le prouveur, et Véronique, c'est la vérificatrice. Et Pierre, il tire une carte dans le jeu de cartes, et il annonce fièrement « Ah, j'ai tiré une carte rouge ». Et Véronique veut être convaincue que c'est bien une carte rouge, mais Pierre ne veut pas lui révéler la carte rouge en question. D'accord ? Comment faire ? Alors, il y a une étape de préparation où, déjà au début, ils se sont mis d'accord sur le fait que c'est un jeu de cartes de belote bien formé. Donc, il y a 16 cartes rouges et 16 cartes noires. Bien. Maintenant, donc, Pierre récupère les cartes et puis en tire une et pose les autres sur la table et retourne 16 cartes qui sont toutes noires. D'accord ? Du coup, forcément, les 15 cartes qui restent, elles sont rouges, et la carte qu'il a gardée dans la main, elle est rouge. D'accord ? Sinon, il y aurait 17 cartes noires, or, on a vérifié au début que ce n'était pas possible. Donc Véronique, elle est convaincue que la carte tirée par Pierre est rouge, puisqu'elle ne peut pas être noire, mais elle ne sait rien de plus sur cette carte. Donc voilà, une preuve sans divulgation, divulgation nulle de connaissance, que Pierre détient une carte rouge. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça maintenant pour prouver un chiffré est bien un chiffré d'une valeur autorisée? Alors, c'est un peu costaud, donc là aussi je vous flash ça et on essaiera de revenir plus en détail là-dessus à l'avant-dernier cours. Donc, comment est-ce qu'on peut prouver qu'un texte clair chiffré avec L gamma l'exponentielle, qu'un chiffré obtenu par L gamma l'exponentielle d'un certain texte clair, disons que le texte clair c'est 0 ou 1. Allez, on va être simple. Et alors comme brique de base, on va déjà utiliser une preuve zéro knowledge du fait qu'on a chiffré 0. Alors, vous allez me dire c'est sans intérêt, si on a chiffré 0, si on a prouvé ça, on a révélé notre vote, mais restez avec moi. Ça va nous servir ensuite pour montrer, avoir une preuve zéro knowledge du fait qu'on a chiffré soit 0, soit 1, et donc on aura fait un premier pas. Alors, comment est-ce qu'on prouve que AB est un chiffrement de 0 ? Eh bien, ça revient à prouver qu'il existe un nombre R, tel que AB, c'est G puissance R, H puissance R, mais sans révéler R. Donc, c'est vraiment une preuve de l'existence d'une solution à une équation. Ici, AB égale GR, HR, mais où on ne veut pas révéler la solution. Alors, il y a un protocole, il y a toujours des protocoles, il y a un protocole qui est dû à messieurs Schaum et Pedersen, et qui a cette forme caractéristique, qu'on appelle les protocoles sigma. Il y a une phase d'engagement, commitment, où Pierre va publier un autre chiffrement de 0, donc A'B', donc de la forme G puissance U à puissance H puissance U, mais il va aussi garder U secret pour lui. Maintenant, il y a une phase de défi, de challenge, où la vérificatrice, Véronique, envoie
à un entier C aléatoire. Donc c'est elle qui l'a choisi. Et une réponse du prouveur, et la réponse ici, c'est d'envoyer l'entier T qui extrapole entre U et R. Donc c'est U plus CR. Vous pouvez voir ça comme une extrapolation entre les deux secrets de Pierre, mais le point auquel on extrapole, il est choisi par la vérificatrice. D'accord ? Donc Pierre, il a choisi les points, la vérificatrice a choisi où est-ce qu'il faut être sur la droite. Bon, c'est pas une droite, hein, mais vous voyez peut-être l'intuition. Et du coup, la validation, eh bien, Véronique, elle est capable de vérifier que le point, c'est bien une interpolation, disons, des deux points AB et A'B', en vérifiant que G puissance T, c'est bien le produit de A' et de A puissance C, C étant le nombre qu'elle avait choisi, et H puissance T, c'est B' fois B puissance C. Et alors, on voit facilement que si Pierre a joué honnêtement, l'égalité est vraie. Et on voit, mais c'est plus difficile, que, en gros, le seul moyen pour que cette égalité soit vraie, avec une probabilité non négligeable, c'est que Pierre avait effectivement connaissait bien et R et U et a bien envoyé cette interpolation entre R et U. Bien, donc on s'est prouvé que quelque chose est un chiffré de 0. Et alors, en tripatouillant un peu l'algorithme de Schaum-Petersen, on peut aussi, de la même manière, prouver qu'un EAB est un chiffrement de 1. Et maintenant, il y a une jolie construction générique qui, étant donné deux protocoles sigma, deux protocoles de cette forme, un pour une propriété P et l'autre pour une propriété Q, vous donne un protocole sigma et zero knowledge pour P ou Q, et qui ne révèle pas, bien sûr, si c'est P qui est vrai ou si c'est Q qui est vrai. Ce serait trop facile. Et donc là, on peut utiliser ça donc, pour montrer que, rappelez-vous, on a un tuple d'entiers, 0 ou 1. On peut utiliser ce protocole pour prouver que chacun des entiers, c'est bien 0 ou 1, et après chiffrement, qu'on a bien, et que la somme de tous ces entiers, c'est bien 0 ou 1. D'accord ? Et ça suffit à garantir qu'on a des votes bien formés. Bon. Voilà, donc vous voyez, on progresse vers un meilleur système de vote, mais encore une fois, on reparlera de tout ça beaucoup plus la semaine prochaine dans le séminaire de Pierrick Gaudry. Et un peu aussi dans le 6e cours, où on regardera plus en détail ces constructions de preuves zero knowledge. Et donc pour finir, la dernière étude de cas, alors c'est un exemple un peu plus avancé de calcul multipartite sécurisé, mais vous allez voir qu'il utilise aussi du chiffrement homomorphe, donc c'est sympathique. C'est le problème connu sous le nom de intersection de deux ensembles privés, ou en anglais Private Set Intersection, PSI. Donc de manière un peu abstraite, donc vous avez deux participants, il y a un client et un serveur, chacun a un ensemble de noms. Donc, grand C pour le client, grand S pour le serveur. Le client, il souhaite calculer, il souhaite apprendre C inter S. Donc, il souhaite savoir, parmi ces noms à lui, dans grand C, lesquels sont connus du serveur, sont dans grand S. Mais le serveur ne doit rien apprendre sur grand C. Donc, il ne doit pas apprendre les noms nouveaux pour lui, les noms qui sont dans grand C et qu'il n'avait pas déjà. Mais il ne doit même pas apprendre quel nom il a en commun avec le client. Et bien sûr, le client, lui, ne doit rien apprendre sur les S privés de C, c'est-à-dire les noms du serveur que lui ne connaît pas déjà. D'accord. Alors, dans quelle situation il y a des situations pratiques où des problèmes de cette forme peuvent se poser. L'exemple typique, c'est la découverte de contacts sur un réseau social. Donc, vous vous abonnez à un réseau social et vous voulez savoir si parmi vos amis, vos contacts, il y en a d'autres qui sont déjà sur le réseau social et qui ont accepté d'être découverts. Bon. Donc là, le client, ce qu'il va envoyer, son ensemble grand C, c'est son carnet d'adresses, une liste de numéros de téléphone si c'est Signal, ou une liste d'adresses email par exemple. Et le serveur, il va répondre avec donc, la liste des contacts qui sont déjà membres du réseau social et qui ont accepté d'être découvrables. Du coup, le client, il peut les contacter autrement ou leur dire hey, moi aussi, je suis sur le réseau X, pourquoi est-ce qu'on ne discute pas sur ce réseau ? Et en revanche, le serveur, lui, il n'a rien appris sur le carnet d'adresse du client. Une autre application, c'est la détection de mots de passe piratés ou de mots de passe qui ont fuité.
Là, l'idée, c'est que le client, ou plutôt son gestionnaire de mots de passe, va envoyer à un serveur la liste de ses identifiants et mots de passe, hachés de préférence. Et le serveur, lui, il a collecté toutes les listes de mots de passe, de comptes, d'identifiants qui circulent sur le web, sur le darknet, etc. Et il va calculer l'intersection de ces identifiants et mots de passe avec tous les identifiants mots de passe qui sait avoir fuité. Et il renvoie cette information au client. Du coup, le client il a une idée de quels sont ces comptes qui peuvent avoir été piratés ou qui sont vulnérables et qu'il faut faire quelque chose tout de suite. En revanche, le serveur, lui, il n'a rien appris. En particulier, il n'a pas collecté de nouveaux mots de passe et identifiants qu'il ne connaissait pas déjà. D'accord. Alors la troisième application, c'est un sujet qui est un peu délicat d'un point de vue légal en ce moment, qui est la détection d'images dont la détention est illégale, typiquement des images de pornographie infantile. Et donc il y a tout un débat, notamment au niveau du Parlement européen, pour savoir est-ce qu'il faut imposer des mesures techniques pour empêcher la circulation de telles images, et via des messageries chiffrées en particulier. Donc est-ce qu'il faut affaiblir le chiffrement pour introduire des portes dérobées pour aider la police à suivre et à bloquer la diffusion de telles images illégales? Alors, donc certains ont proposé d'utiliser des algorithmes de type PSI dans ce contexte. Donc l'idée, c'est que le client, ou peut-être son système d'exploitation, enfin son téléphone portable, quand il reçoit de nouvelles images, quand il télécharge de nouvelles images, donc de temps en temps, il va envoyer des empreintes de ces images, donc pas les images complètes, juste un hash. Et le serveur, lui, il a les hashes de toutes les images illégales qui ont été saisies par la police, qui ont déjà été saisies par la police et dont la police veut empêcher la diffusion. Donc, du coup, le serveur, il détermine, il dit au client, parmi ces nouvelles images, lesquelles sont probablement illégales. Et à ce moment-là, je ne sais pas trop ce que le client est censé faire, peut-être juste bloquer la diffusion de ces images. Mais l'idée, c'est que, donc c'est un peu pour prévenir la critique qui est mais mon téléphone portable est un mouchard, il indique à la police toutes les images que j'ai. L'idée, c'est que là, le serveur ne va pas apprendre si le client détient ou non des images illégales, parce qu'il n'apprend rien sur les empreintes fournies par le client. Et c'est seulement le client qui est informé des images qui peuvent poser problème, et peut-être son OS peut choisir par exemple, d'en bloquer la diffusion ou toute autre mesure, mais qui reste locale. Donc c'est une manière de répondre à la critique de mais mon téléphone portable se transforme en mouchard. Et alors, ce qui est assez amusant, donc ça, c'est Apple notamment qui pousse cette solution. Et en fait, ils poussent ça avec une variante du même protocole qu'ils utilisent pour la détection des mots de passe piratés dans leur gestionnaire de mots de passe. Apple est très fort pour recycler ces protocoles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment de la pandémie, là, on parlait beaucoup de traçage de contacts. En fait, ils avaient proposé de réutiliser le même protocole qui sert aujourd'hui pour localiser, pour Find My iPhone. Et qui est un protocole tout à fait intéressant et qui en fait marche aussi pour le traçage de contact. Bon, voilà, fin de l'anecdote. Donc, quelques utilisations possibles du problème PSI. Alors, comment est-ce qu'on va réaliser le problème PSI? Alors, il y a, comme d'habitude, plein de solutions pas satisfaisantes. Il y en a une qui est toute bête, c'est le client envoie la liste de ses contacts en clair. Il me semble que Facebook, à ses débuts, proposait ça aux nouveaux inscrits. Puis-je accéder à votre liste de contacts? Comme ça, je vous dis tout de suite, je vous mets tout de suite en contact avec vos amis. Et bien sûr, du coup, le serveur, il apprend tous mes contacts, y compris ceux qu'il n'a pas déjà dans ses listes, et il peut s'en servir pour les spammer ou autre chose pas très recommandable. Bon, donc ça ne marche pas. Bien. Peut-être le client peut envoyer la liste C après hachage, un peu comme l'histoire des empreintes des images. Donc peut-être qu'on peut prendre des empreintes des emails ou des téléphones de la liste de contacts C. Donc envoyer pas l'ensemble grand C, mais l'ensemble H de l'image de grand C par une fonction de hachage H.
Et le serveur, lui, bien sûr, il a gardé la liste des hashes de tous ces noms, tous ces clients, tous ces utilisateurs, et du coup, il va calculer l'intersection en termes de hash, et il va renvoyer ça au client, et le client, bien sûr, il sait pour chacun des C quelle est sa valeur de hashage, donc il va retrouver les petits C qui sont dans grand C et dans grand S. Bien. Alors, le problème numéro 1, c'est que le serveur, il apprend aussi, il peut faire exactement la même chose, donc il apprend l'intersection de C et de S. Le serveur aussi, étant donné un hash, il sait très bien de quelle identité petit s ça vient. Mais ce qui est plus drôle, c'est que, en fait, si l'espace des noms est petit, pensez à un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est quoi? C'est 8 chiffres, donc c'est... il y en a quoi? 1 milliard, c'est ça? Bon, c'est pas beaucoup. Et donc c'est très facile de précalculer les hashes de tous les numéros de téléphone possibles. Et même pour les adresses e-mail, sauf si vraiment vous avez une adresse e-mail à rallonge sur un site comme collège-de-france.fr, c'est assez facile de hasher à l'avance toutes les adresses e-mail valides de moins de 20 caractères. Et du coup, le serveur il a pu faire ce précalcul, et du coup, il va retrouver l'intégralité de l'ensemble grand C. D'accord. Bon, donc ça ne marche pas. Alors, il y a eu des propositions un peu dans l'autre sens. Cette fois-là, c'est le serveur qui envoie, alors pas l'intégralité de sa base quand même, ce serait un peu beaucoup, mais qui envoie sa base grand S sous forme d'un filtre de Bloom. Alors, un filtre de Bloom, c'est une structure de données probabiliste qui permet de condenser un ensemble. Et donc, avec des requêtes, donc si le filtre dit oui, on est certain, je crois, que l'élément est bien dans l'ensemble, et s'il dit non, il reste une petite possibilité que l'élément était dans l'ensemble. Mais bon. Donc, voilà. Donc, on peut se dire, si le serveur envoie un filtre de Bloom au client, le filtre il va être relativement petit et peut-être pas révéler trop d'informations sur la base S. En fait, ce n'est pas vrai. Ça révèle beaucoup trop d'informations sur la base S. Le client apprend beaucoup trop de choses. Et alors, il y a des techniques pour chiffrer des filtres de Bloom, mais ça devient horriblement compliqué et surtout horriblement coûteux pour le serveur. C'est-à-dire, à chaque requête du client, il faut qu'il construise un chiffre de Bloom chiffré spécifique pour chaque client et qu'il le transmette. C'est juste beaucoup trop coûteux. Bien, alors, maintenant je vais vous montrer un protocole qui marche. Excusez-moi. Un protocole qui marche. Oui, si, c'est bien ça. C'est le protocole de Friedman, Nissim et Pincas, qu'ils ont publié en 2004. Donc il y a peut-être des protocoles plus récents et un peu plus efficaces depuis, mais j'aime bien celui-là, parce qu'il fait intervenir des polynômes, un objet que les cryptographes adorent. Ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de polynômes dans ce cours, et du chiffrement homomorphe. Donc, pourquoi un polynôme? Eh bien, parce que un polynôme, ça peut servir à représenter un ensemble. Et, étant donné un ensemble grand C d'éléments petits CI, vous pouvez former le polynôme dont les racines sont exactement les CI. C'est le produit de x-c1, x-c2, x-cn. Puis vous pouvez développer ça et obtenir les coefficients AI d'un polynôme de degré n qui s'annulent exactement en les points de l'ensemble grand C. Maintenant, supposons qu'on ait un chiffrement homomorphe pour l'addition et pour la multiplication par une constante. Par exemple, le chiffrement de Pellier, qu'on verra la semaine prochaine. Du coup, on peut évaluer homomorphiquement le polynôme P. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on a transmis uniquement les chiffrés des coefficients, mais pas les coefficients eux-mêmes, il va pouvoir, en utilisant donc ces opérations homomorphes, il va pouvoir calculer ce polynôme, il va pouvoir appliquer le polynôme P au point X, donc former cette quantité I ici, qui est le chiffrement de P appliqué à X. D'accord ? Donc le polynôme P a été calculé de manière homomorphe vis-à-vis des coefficients. Le X, lui, reste, si j'ose dire, en clair. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc, comme je l'ai dit, le client il va former le polynôme P, dont les racines sont les éléments de son ensemble C.
Il va choisir une clé publique, PK-SK, donc partie privée, partie publique, et il va envoyer la clé publique et les coefficients chiffrés E de AI au serveur. Donc le serveur, il ne peut pas retrouver les coefficients, d'accord, mais il peut évaluer homomorphiquement le polynôme P sur différents points. Et donc on va lui demander d'évaluer homomorphiquement sur chaque point SI de sa base de données à lui. Alors pas juste P de SI, mais P de SI fois un grand entier aléatoire plus SI. Et là encore, on est en train de faire une sorte de masquage des SI, mais on va voir ce que ça donne ensuite. Et donc, une fois qu'il a calculé tous ces chiffrés, YI, il les transmet au client. Le client, lui, il a la clé de déchiffrement, donc il peut déchiffrer tous ces messages YI, et il va conserver uniquement ceux qui appartiennent à son ensemble grand C. Et donc il affirme que l'intersection C inter S, c'est en fait l'ensemble des déchiffrés des YI qui appartiennent à grand C. Alors, pourquoi c'est correct et pourquoi c'est sécurisé? Pourquoi c'est correct? Donc, si vous regardez le déchiffrement XI de YI, donc on retrouve un nombre XI qui est de la forme donc RI fois P de SI plus SI. SI, c'est un élément de l'ensemble grand S, mais on ne sait pas lequel. D'accord. RI, c'est un nombre aléatoire, on ne sait pas ce que c'est. Mais raisonnons par cas. Si SI naît dans notre ensemble local, l'ensemble du client grand C, il annule le polynôme. D'accord. P de SI vaut 0, puisque c'est une des racines. Donc du coup, la multiplication par RI, RI, le bruit aléatoire, disparaît, et on se retrouve avec XI qui est égal à SI, et donc le test XI appartient à C réussit, d'accord, puisqu'on a supposé que SI appartient à C. Donc on a trouvé un élément qui est dans l'intersection de C et de S. Maintenant, imaginez que SI n'est pas dans l'ensemble grand C, donc le protocole P de SI, le polynôme, excusez-moi, P de SI est différent de 0, et du coup, multiplié par un nombre aléatoire, ça fait un nombre aléatoire, d'accord, et puis on lui ajoute un petit nombre pas aléatoire, on est encore en situation de masquage, on obtient un grand nombre aléatoire qui n'a une probabilité nulle d'appartenir à votre ensemble grand C de noms connus. D'accord ? Donc le test XI est dans C va échouer et on ne va pas considérer qu'on a un élément de l'intersection. Donc voilà pour la correction. Maintenant, quelle est la confidentialité ici ? Ben déjà, le serveur n'apprend rien sur les éléments de grand C, CI, puisque les coefficients du polynôme sont chiffrés, et il n'a pas la clé de déchiffrement, donc il ne peut pas... S'il pouvait remonter au vrai coefficient du polynôme, bien sûr, il pourrait factoriser et trouver les CI, mais les coefficients étant chiffrés, a priori, il ne peut rien faire. Et de même, s'il essaye d'évaluer le polynôme en différents endroits, il va obtenir des valeurs qui sont chiffrées, d'accord ? Donc il ne peut même pas voir si un élément est une racine de P. Un élément choisi au hasard est une racine de P, d'accord ? Puisqu'il ne sait pas quel est le chiffrement de 0. Donc, il ne sait pas quels éléments se déchiffrent en 0. Donc le serveur, il n'apprend rien. Maintenant, le client. Alors le client, il apprend des choses sur les SI qui appartiennent à C, comme on le voulait dès le départ. En revanche, il ne va rien apprendre sur les SI qui n'appartiennent pas à C, puisque les messages, comme on l'a argumenté tout de suite, les messages après déchiffrement, XI, qui correspondant à ces éléments SI qui ne sont pas dans C, c'est du bruit. C'est du bruit qui ne révèle pas d'informations sur SI. Voilà. Donc c'est un joli protocole. Après, il a quand même un problème, c'est qu'il est coûteux. Alors, il est coûteux en échange de messages et il est coûteux en calcul. Alors, pour ce qui est des échanges de messages, donc il faut envoyer les coefficients du polynôme. Il y en a taille de C. Donc, le premier message est de longueur proportionnelle à la taille de C. Et puis, le serveur, lui, il envoie des messages en nombre proportionnel à la taille de S. Donc, la complexité en communication, c'est taille de C plus taille de S. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire vraiment mieux sans révéler des choses. Parce que si S ne transmet pas toute sa base, par exemple, est-ce que ça est en train de révéler des choses? J'en sais rien. Bon. Mais il y a aussi un problème sur la complexité en calcul, temps de calcul.
Et la phase qui va prendre le plus de temps, c'est la phase 2 du protocole, celle où le serveur évalue le polynôme sur chacun des points de grand S. Parce que le polynôme, il est de degré taille de C, donc évaluer le polynôme, ça prend un temps taille de C, et on va le faire taille de S fois. Et donc, on a une complexité en temps, en calcul, de taille de C fois taille de S, et ça peut être important. Et donc, Friedman et ses co-auteurs, ils développent l'idée de partitionner C en morceaux. Si vous appliquez une fonction de hachage, alors pas cryptographique, juste une fonction de hachage classique, dont le but est de répartir l'ensemble C en un certain nombre de paniers, de bins, donc en grand B paniers. Et si votre fonction de hachage elle est de bonne qualité, vous allez obtenir donc dans chaque panier de l'ordre de taille de C sur B éléments. Et puis pour chaque panier, vous pouvez former un polynôme, d'accord, mais qui va être de petit degré, qui va être de degré taille de C sur B. Et vous allez avoir B polynômes que vous allez transmettre. Donc en fait, vous allez transmettre le même nombre de coefficients. En revanche, la tâche du serveur est plus simple, parce que pour chaque élément S de sa base, il va utiliser le hachage pour voir dans quel panier il tombe, et donc quel polynôme utiliser, quel polynôme évaluer, et c'est un polynôme de petit degré, taille de C sur B. Donc au total, la phase 2, elle est maintenant de complexité taille de C fois taille de S sur B, et on a gagné un facteur B. Et alors maintenant, le jeu, c'est de dégainer des fonctions de hachage qui vont permettre d'avoir un B très grand, donc des paniers le plus vide possible, pour avoir des polynômes de tout petit degré, sans pour autant compromettre la sécurité. Et donc là, dans l'article de Friedman, il dégaine un schéma de hachage dû à Broder et compagnie, où on peut avoir jusqu'à taille de C sur log de taille de C paniers différents, ce qui est très très proche de taille de C, et même, ça me fait un peu peur, mais bon, on puisse avoir des paniers aussi peu pleins, mais bon. Enfin, n'oublions pas, il y a des constantes, hein, on doit pouvoir mettre des constantes, mais tout de même. Donc si ça marche avec ce schéma de hachage de Broder et compagnie, on se retrouve avec une complexité en taille de C fois log de taille, taille de S fois log de taille de C, c'est-à-dire essentiellement taille de C, taille de S, j'y arrive pas décidément. Donc essentiellement taille de S, et ce qui est beaucoup plus raisonnable en complexité en temps. Bon, voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc, avant d'arrêter et puis de prendre quelques questions, je voulais vous donner quelques références bibliographiques, si ça peut vous aider pour suivre la suite du cours. Alors, si vous avez besoin d'un petit background général en cryptographie, sachant qu'on ne va pas utiliser beaucoup de notions de cryptographie, on ne va pas faire de vraies preuves de sécurité, etc. Moi-même, je ne suis pas un cryptographe, vous allez vous en rendre compte assez rapidement pendant le cours. Mais bon, n'empêche que si vous, ne serait-ce que pour être un petit peu familier avec le vocabulaire et le genre de primitives cryptographiques qu'on connaît et de problèmes qu'on a étudiés, je peux vous recommander, alors comme première lecture, ce serait, ou comme première référence, le livre de Jean-Philippe Aumasson, qui est en français en plus, La cryptographie déchiffrée, une introduction pratique au chiffrement moderne, il y a une version anglaise qui s'appelle Serious Cryptography. Et donc j'aime bien parce que c'est un livre qui est relativement court, 200-250 pages, il y a le minimum de maths, mais beaucoup de considérations pratiques sur comment on peut utiliser efficacement la cryptographie. Et alors, si vous voulez aller un peu plus loin, en particulier sur les bases mathématiques, là, il y a plusieurs livres de qualité. Je vous propose celui de Nigel Smart, qui fait moins de 500 pages. Il y en a d'autres qui font plus de 1000 pages. Donc, de Nigel Smart, donc Cryptography Made Simple. Je ne suis pas sûr, le titre est légèrement optimiste, mais j'aime bien ce livre, en particulier parce qu'il y a une bonne discussion du calcul multipartite sécurisé, donc qui va nous aider pour les cours numéro 4 et 5. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le vote électronique, un sujet passionnant, donc venez au séminaire de Pierrick Gaudry la semaine prochaine, mais vous pouvez aussi lire son livre avec Véronique Cortier, qui a été publié chez Odile Jacob et qui est très lisible. Il y a très peu de techniques, il y a 3 formules mathématiques. En revanche, il y a énormément de considérations très intéressantes sur les aspects juridiques, sociétaux du vote. C'est quoi un vote? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que notre société attend d'un vote? Les réponses sont absolument pas évidentes.
Et puis, donc, si vous voulez plus de détails sur le protocole PSI que je viens de décrire, voilà les références de l'article de Friedman, Nissim et Pincas. Voilà, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain cours et le séminaire de Pierrick Gaudry. Merci.